Bonjour à toutes et à tous, Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver, et oui, pour la 4e saison de votre émission Les engagés de l'innovation sociale, émission portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Comme vous le savez, notre émission est dédiée aux acteurs de l'écosystème du progrès social et elle a pour but d'alimenter un débat constructif autour de l'innovation sociale et son rôle dans le développement socio-économique du Royaume. Lors des épisodes précédents, et pour ne citer que quelques exemples, nous avons abordé la place de l'innovation sociale dans les politiques publiques, l'engagement social des entreprises privées marocaines, le financement de l'innovation sociale, ainsi que la contribution des organisations de la coopération internationale au développement social du Maroc. Pour cet épisode spécial, qui marque d'ailleurs le lancement de cette 4e saison, nous explorons comment les praticiens du social au Maroc peuvent s'inspirer des valeurs et pratiques solidaires traditionnelles. Nous essayerons de démontrer comment ces pratiques ancestrales, ces valeurs communautaires du pays peuvent éclairer et inspirer les démarches contemporaines actuelles de l'innovation sociale. Nous aborderons également la perception de l'innovation sociale au Maroc à travers les pratiques actuelles des acteurs et les derniers résultats du baromètre de l'innovation sociale, le BISM, produit par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Restez attentifs, un débat riche et stimulant nous attend dans cet épisode, ainsi que des call to actions pratiques en fin d'émission pour inspirer des actions concrètes en faveur de l'innovation sociale. À toutes et à tous, restons engagés. Et pour lancer le débat, nous avons accueilli pour vous 4 intervenants de grand calibre, de grande renommée. À ma droite, Madame Naïma Cheikhaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Madame Naïma Cheikhaoui, vous êtes socio-anthropologue et professeure universitaire à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Tout à fait. Nous avons également avec nous Moulay Hicham Gennoun, bonjour. Bonjour. Moulay Hicham, bienvenue, marhaba bik ma'ana. Moulay Hicham, vous êtes cofondateur et président de l'association We Speak Citizen. لغتنا المواطنة. لغتنا المواطنة, on a. Très bien, magnifique. Nous avons également Si Ahmed Ben Abadji, bienvenue. Bonjour. Marhaba bik ma'ana. Si Ben Abadji, vous êtes consultant et président de l'association Open Village, ainsi que président également de l'association Les Citoyens. Bienvenue. Et nous avons également Si Hamid Belfdil. Marhaba bik. Barakallahu fik. Bienvenue, Si Hamid Belfdil, vous êtes chef d'entreprise et le président de la fondation Jadara. Madame, messieurs, tout l'honneur est pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un sujet passionnant nous attend et surtout un sujet qui vient à un moment effectivement qui a toute sa valeur. Le royaume dernièrement est passé par des défis, commençant peut-être avec le Covid-19, en passant par le terrible séisme d'El Haouz, où effectivement la société s'est montrée solidaire, s'est montrée effectivement engagée envers ces deux, si on peut appeler, catastrophes sanitaires ou environnementales. Et ma première question pour lancer le débat, c'est effectivement ce contexte culturel marocain, ce contexte social. C'est vrai qu'il porte en soi, dans ses germes, des valeurs de solidarité, des valeurs de cohésion, des pratiques ancestrales qui peut-être nous prédisposent en quelque sorte à s'engager, à aller vers le terrain, à devenir des acteurs du social. Je ne sais pas, Madame Cheikhaoui, est-ce que c'est un constat effectivement que vous partagez en tant que sociologue, anthropologue, et est-ce que c'est une particularité de notre société marocaine? Merci beaucoup tout d'abord de votre invitation. Alors, il est très difficile de répondre à une question d'un seul tenant par rapport justement à cette dite, comme vous l'avez nommée, prédisposition. La question pertinente serait tout d'abord de se dire, est-ce que nous sommes en tant qu'êtres humains prédisposés? Je crois qu'il y a une part, ou du moins un élément de la réponse, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux avant d'être des acteurs sociaux. C'est-à-dire tout simplement que dès notre naissance, même bien avant notre naissance, parce que nous sommes portés par 2 êtres, dont des parents et une mère aussi, donc nous avons déjà 9 mois de vie, quelque part, d'une manière indirecte, de prédisposition, de sociabilité. Et nous pouvons évoluer quand nous naissons, parce que nous sommes considérés parmi les êtres les plus immatures à comparer avec les autres vivants. Il faut beaucoup de temps pour qu'on puisse s'autonomiser et s'individualiser aussi par la suite. Donc, effectivement, nous avons toujours besoin de l'autre. Donc, cette altérité immédiate, sociale, mais une altérité beaucoup plus globale que nous pouvons bien sûr voir au-delà des frontières que nous pouvons avoir dans un village ou là dans une zone ou là dans un pays,
fait que, effectivement. Alors, ceci dit, au-delà de ça, on peut parler effectivement des pratiques socioculturelles de la solidarité qui caractérisent les sociétés. Alors, comment ils se présenteraient dans la nôtre? Je laisserai le soin aussi à mes amis présents de développer. Je dirais tout simplement dans un premier temps, c'est que ce sont des pratiques de solidarité qui ne sont pas figées, qui ont toujours été objet de transformation. Moi, je soulignerais bien ce fait-là, parce qu'il est très important pour qu'on puisse, du moins pour que éventuellement certains de mes propos puissent être compris. Il n'y a rien de figé, nous sommes toujours dans des transformations et peut-être une pratique solidaire qui se passait dans un temps donné, mettant dans les années 60 par exemple, nous vient à l'esprit souvent la Tuisa, qui est bien sûr bien avant les années 60, mais qui perdure encore dans certains villages, etc. Est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'elle porte le même esprit? Voilà. Donc, je crois que pour introduire mon propos, récapitule pour dire que oui, il existe des pratiques de solidarité traditionnelles, mais nos perceptions, je crois que vous allez en parler, vous l'avez évoqué dans votre introduction, nos perceptions, mais aussi notre usage de certains instruments ou de certains mécanismes ou de certaines pratiques ont certainement changé parce que nous sommes dans des générations et des générations et donc le profil de l'acteur social, il change. Est-ce que c'est le membre de la communauté? Est-ce que c'est le membre du village? Est-ce que c'est le citoyen qui a une constitution toute récente, qui a une décennie, à savoir celle de 2011? Voilà. Donc, très bonne réflexion. D'ailleurs, vous mettez un peu vous nous mettez dans une situation où on fait vraiment un zoom out, un regard d'en haut pour situer l'individu au sein de son domaine de définition, famille, tribu, nation, État et même le monde. Et ça prouve d'ailleurs cette prédisposition. Elle est conditionnée quand même par, je dirais, comme on dit en arabe, dorof, peut-être tenchi'a ijtima'iyya, où les gens ont grandi. Et là, je me tourne vers vous, Signoun, et je sais que à travers votre travail qui est très territorialisé, qui est très ancré avec des communautés locales, est-ce que effectivement, vous trouvez que l'individu est façonné par les valeurs et les traditions que ses parents lui inculquent, que sa tribu lui inculque, que son écosystème lui inculque, ou bien est-ce qu'on peut quand même ramener des idées, des modèles d'ailleurs et les mettre à la disposition des gens et avec lesquels ils peuvent travailler? Votre expertise en tout cas, est-ce que c'est préférable de sortir de l'inné ou en tout cas de territorialiser, ou bien est-ce qu'on peut même ramener des pratiques d'ailleurs et les mettre à la disposition des gens? Merci pour votre invitation et merci pour le sujet très très intéressant et qui est d'actualité au Maroc, et pas que depuis le Covid, pas que depuis mais depuis puis je dirais les 25 dernières années, ou du moins les 23 dernières années. Nous sommes dans un pays où on a en fait un Maroc à deux vitesses. C'est mon constat personnel. Après plusieurs années d'expérience dans les territoires ruraux, We Speak Citizen a été créé justement pour essayer d'apporter un peu de catalyse au développement territorial dans des endroits ruraux reculés et essayer d'innover avec les gens pour pouvoir leur permettre d'avoir des modèles de développement à eux, adaptés à leurs propres besoins. Et ce qu'on a constaté par rapport aux valeurs, aux pratiques de solidarité, c'est que effectivement, il y a des pratiques anciennes et il y a des méthodes anciennes quand on les met quand on comprend bien la situation. Et d'ailleurs, ces pratiques anciennes, elles allaient de pair avec un dialogue sociétal. Il y avait toujours jma'a, il y avait toujours ce lien. Vous avez parlé d'individus, d'appartenance à une tribu, d'appartenance à un village. La modernité a fait que nous sommes devenus de plus en plus individualisés et sortis de notre communauté. Dans les territoires ruraux qui sont un véritable laboratoire où on apprend beaucoup de choses, les gens appartiennent encore à leur communauté. Et donc, toutes ces pratiques ancestrales dont on pourrait s'inspirer pour nos projets d'innovation sociale, elles ne viennent pas comme ça. Il y a un vrai dialogue sociétal, il y a la tribu qui se réunit, il y a la jma'a qui se réunit pour savoir quels sont les besoins du village
en termes d'agriculture, en termes de commerce, en termes de conflits, en termes de résolution de conflits, en termes de construction, pour mobiliser les ressources et mobiliser les ressources humaines et les ressources matérielles disponibles avec les pratiques qui sont des ressources immatérielles. Et on conjugue tout ça pour apporter des solutions efficaces et durables à des problématiques locales. Et c'est ça qu'on a appris un petit peu sur le terrain, et on a appris aussi que c'est très sensible et que c'est très lié au contexte. Donc en fait, s'il y a quelque chose à apprendre de ces anciennes pratiques, c'est la méthodologie, et il ne faut absolument pas dissocier du dialogue sociétal, de la bonne compréhension du contexte. Et c'est ce qui fait que, d'un côté, jusqu'à présent, beaucoup d'argent, parce que l'État il fait des efforts colossaux, les entreprises elles font des efforts colossaux en termes d'investissement, mais c'est ce qui fait que, il ne faut pas oublier qu'à peu près la moitié des Marocains vivent dans le monde rural. Pour voir ce Maroc se développer et avancer, il faut travailler sur le rural et sur le périurbain autant qu'on travaille sur l'urbain. Mais malheureusement, pour que ça soit durable et que ça s'ancre de manière efficace, il ne faut pas faire l'économie de cette étude de terrain pour pouvoir comprendre les problématiques, pour pouvoir y répondre avec les habitants. Et c'est ça qu'on a à apprendre des valeurs anciennes. Vous me tendez une belle perche pour justement poser une question à Sibn Abadji, parce que quand même, je pense qu'il y a quand même une certaine similitude dans les expériences, d'ailleurs, au Speak Citizen et Open Village. Sibn Abadji, entre un village, un douar et un douar, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans la manière peut-être de développer, même s'ils sont peut-être séparés de 10 km ou de 15 km, mais est-ce que vraiment cette spécificité, elle est aussi poignante, aussi flagrante que ça? Ou bien est-ce qu'il y a quand même dans des régions peut-être des modèles qui peuvent émerger pour une région, une province, ou est-ce que c'est aussi spécifique que ça, à un niveau de douar carrément? Alors, merci aussi pour l'invitation et merci pour la question. Elle est magnifique. Effectivement, et c'est intéressant parce que dans cette question-là, il y a aussi le débat sur ou la question de la modalité d'accompagnement que l'on peut avoir par rapport à ces villages ou à ces populations. Et Moulay Hicham et nous-mêmes, enfin, on a eu beaucoup de débats parce qu'on n'a pas exactement les mêmes approches, mais les deux marchent. Donc, on peut se poser aussi les questions sur, mais je pense qu'on en reparlera après dans le débat, sur comment est-ce qu'on peut faire, et en particulier dans la partie call to action. Maintenant, pour répondre à votre question, il se trouve que moi, j'ai fait, avec ma famille, on a fait un tour du monde de villages. Pendant un an, on est allé dans plusieurs villages de par le monde. Et on est resté dans ces villages-là pendant un mois. On a fait une espèce de petit travail d'anthropologie. Mais enfin, n'allons pas jusque-là parce que je vois bien comment dire, enfin, on n'a pas été exactement de véritables anthropologues, mais enfin, on a observé pendant un certain temps comment les choses se passaient. Et de manière très étonnante pour nous, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Afrique, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les populations rurales, les problématiques étaient les mêmes, les modes de fonctionnement globaux étaient les mêmes, et qu'il y avait une véritable unité du monde rural dans le monde entier. Là où on a une énorme différence, c'est entre le monde urbain et le monde rural. Là, pour le coup, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il y a moins de distance entre un paysan du Costa Rica et un paysan marocain qu'entre un paysan marocain et un urbain de Casablanca. Vraiment, cette distance, elle est très très forte. Alors, d'où ça vient? Je pense que, et pour reboucler un peu la question, ça vient effectivement d'un certain nombre de fonctionnements traditionnels ou culturels qui existent dans les mondes ruraux. Et encore une fois, on les retrouve partout, et qui n'existent pas ou qui existent sous des formes différentes ou sous des formes dégradées, comme le disait Hicham, dans le monde urbain. Ce qui fait que, et donc je reboucle sur votre question pour y répondre vite, lorsque on est dans un village ou dans un autre village, grosso modo, on se retrouve à peu près dans les mêmes situations. Là où il va y avoir innovation sociale, pour le coup, c'est qu'effectivement, les solutions ne vont pas être les mêmes. Pourquoi? Vous allez me dire, le problème de l'eau ici, c'est le même que le problème de l'eau là. Non, c'est pas le même parce que l'innovation sociale, c'est pas juste une solution. C'est une solution qui est pensée collectivement, puisque c'est une innovation sociale, donc c'est pensé par la communauté par rapport à un besoin qui aussi est un besoin social. Et donc, il faut, dans ce qu'on appelle l'innovation sociale, il n'y a pas juste
le puits qui a été mis en place là, la centrale solaire qui a été mise en place ici. C'est pas ça. Ce qui est innovation sociale, c'est le fait que tout d'un coup, une communauté a pensé, imaginé, mis en œuvre une solution elle-même, alors qu'elle ne le faisait pas avant. Et c'est là qu'il y a innovation. Parce que cette mise en place-là, elle va entraîner des modifications profondes dans la façon dont cette communauté fonctionne. Je vous donne un exemple rapide. Vous mettez de l'eau dans un village. Les gens décident de mettre l'eau courante dans les maisons, de l'eau potable dans les maisons. Très bien. Ils ne comptent pas sur l'État pour le faire, ils le font eux-mêmes. Ça n'existait pas avant, c'est une innovation sociale. Cette innovation sociale, elle va appeler après d'autres transformations. Il va falloir il va falloir les évacuer, les eaux usées. Il va falloir peut-être les retraiter derrière. Il va falloir derrière, parce que comme on a mis cette eau dans les maisons, il y a quand même un peu de maintenance à faire, donc on va faire payer les gens. Ça n'existait pas avant. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour relever les compteurs et pour faire un peu de maintenance. Et tout d'un coup, on a changé plein de choses à l'intérieur du village. Et c'est ça l'innovation sociale. Ce n'est pas le fait d'avoir mis l'eau, c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire que peut-être les problématiques qui sont peut-être les mêmes, accès à l'eau, éducation, accès à la culture, etc. Mais entre un petit territoire et un autre, la solution va totalement changer en se basant sur les ressources du territoire, matérielles, humaines, etc. Et les choix, et c'est là qu'on va retrouver par exemple Jma'a, qu'on va retrouver tous ces spécificités locales qui viennent des gens eux-mêmes. C'est-à-dire que dans différentes régions, les gens s'organisent de différentes manières. Et c'est la forme d'organisation qu'on trouve établie, et il est préférable de l'utiliser pour pouvoir prendre la solution. Absolument. Très bien. Je me tourne vers vous, Sib El Fdil, d'ailleurs aussi à l'entrepreneur que vous êtes. Aujourd'hui, effectivement, là nous sommes devant un constat que, et c'est prouvé d'ailleurs, beaucoup de problématiques sociales, effectivement, ils peuvent être couvertes ou bien même résolues à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'acte d'entreprendre permet effectivement de résoudre des problématiques sociales et nous sommes en voie de découvrir une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux au Maroc qui essaient à gauche et à droite, sous différentes formes, de résoudre des problématiques sociales, mais par la voie entrepreneuriale, qui parfois même génératrice de profitabilité, de revenus, mais également qui vient résoudre des problématiques à des populations. Jusqu'à quel degré est-ce que vous observez ou là vous voyez qu'aujourd'hui cette nouvelle vague d'entrepreneurs sociaux, ils sont en train de puiser dans le référentiel national, dans la culture nationale, jusqu'à quelle, je dirais, extension est-ce qu'on se base sur tout ce qui est marocain, sur tout ce qui est mghribi, pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, peut-être deux dernières questions qui sont relatives à la première. Déjà, est-ce qu'on réussit à le faire? Et deux, quelle est peut-être la solution pour pouvoir, justement, résoudre ces problématiques à travers une voie entrepreneuriale, mais peut-être avec une petite touche de mghrabiite, marocanité par rapport à ça. Merci infiniment pour l'invitation et pour la question. Avant peut-être de répondre à cette question, si tu me le permets, j'ai en tête un exemple qui n'est pas marocain, mais qui démontre en fait ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Au Cameroun, il y a des plaines agricoles extrêmement fertiles. Et avec la colonisation, il y a des ONG européennes qui sont venues leur dire on va vous aider à améliorer le rendement agricole. Et qu'est-ce qu'on constate, ces ONG? Qu'est-ce qu'elles constatent? Elles constatent que les agriculteurs de cette plaine, en fait, faisaient du multiculturel, de la multiculture. Donc, sur la même parcelle, il y a plusieurs produits. Et bien évidemment, cette méthode ne permet pas d'avoir des rendements importants. Et donc on leur a dit, mais attendez, mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire, il faut avoir de la monoculture, il faut avoir des étendues importantes pour tel type de produit, pour tel autre type de produit. Et bien évidemment, ils se sont exécutés parce que c'était le colon, et donc ils ont exécuté cette planification de la monoculture sur des plaines importantes. Les années passent, les générations se succèdent, et bien évidemment, ces terres ne sont plus aussi fertiles qu'avant. Et on essaie, et il y a de nouvelles ONG, les mêmes peut-être, les descendants de ces mêmes ONG européennes qui sont venus les voir. On leur dit, mais attendez, mais ce que vous faites là, c'est absolument pas du tout efficace. Vous êtes en train de tuer la terre, il faut absolument faire la permaculture. Ah bon, et c'est quoi la permaculture? Et on leur explique que la permaculture, c'est exactement ce que faisaient leurs aïeux il y a quelques décennies. Cet exemple véridique
démontre que clairement, quand on veut chercher à imposer un modèle dans un espace territorial, on peut avoir des résultats à court terme, mais on est en train de détruire en quelque sorte ce qui fait ce territoire, ce qui fait l'être, ce qui fait l'ADN, ce qui fait l'âme de ce territoire et ce qui va lui donner l'amplitude. Parce que parfois on peut être aveuglé par les résultats immédiats d'un modèle. On peut être aveuglé par la modernité d'une approche. Et en fait, en étant aveuglé, parfois en bonne intention, parfois mauvaise intention, mais en tout état de cause, le résultat, c'est qu'on pouvait avoir ces résultats brillants à court terme, mais à moyen et à long terme, on détruit en fait ce qui fait l'âme de ce territoire. Ça me fait le lien avec le sujet de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, avec moi les exemples qu'on m'a présentés d'entrepreneurs dits sociaux, il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de recherche, d'innovation. Mais je crains que ce soit aussi beaucoup de mimétisme. Et que quelque part, ce mimétisme, c'est ce qui explique peut-être que ça n'accroche pas. Et moi, je suis très heureux que cet épisode de cette émission traite justement de la manière dont on peut s'inspirer de nos valeurs ancestrales, de notre patrimoine immatériel. Parce qu'il s'agit ici, et merci beaucoup de l'avoir à un moment donné glissé, cette notion de dire il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles, mais il y a les ressources immatérielles qui sont extrêmement importantes et qu'on ne voit pas dans un bilan, qu'on ne voit pas dans un business plan, mais qui sont tellement là. Et la seule façon, si on en a une autre comme la présente, la seule façon de les mobiliser, c'est d'associer les parties concernées, ce qu'on appelle les parties prenantes. Et aujourd'hui, les modèles de développement insistent enfin sur l'implication des parties prenantes au niveau de la conception des solutions et non pas uniquement au niveau de leur mise en œuvre. Oui, c'est Ben Abadji. Bien sûr, vous pouvez commenter peut-être ce qui vient d'être dit, Madame Chikhaoui. Je voudrais juste réagir. Je crois qu'il y a un biais de glissement qu'il faut éviter. Je le mets entre parenthèses. C'est qu'il faut toujours qu'on parte avec un regard, en tout cas relativement objectif. Et il faut surtout, à mon sens, et je parle sous le contrôle et avec prudence, ne pas idéaliser. Il ne faut pas idéaliser, l'approche doit être une approche objective, mais surtout, justement, par rapport au contexte, il faut contextualiser. Alors, si par exemple, quelques éléments qui ont été soulevés, on tenterait de les contextualiser, sommes-nous une société, la société marocaine est-elle aujourd'hui à prégnance rurale? Certainement pas, parce que les statistiques depuis 2014 montrent que justement l'urbanité gagne du terrain, mais qu'il y a par ailleurs d'autres problèmes. Il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Il y a des urbanités. Et il y a des urbanités, effectivement. Tout il y a à des fait. urbanités. Et voilà. Et des rubanités. Et des rubanités, entre autres. Et ça, c'est un autre débat. Je ne m'attarderai pas parce que justement, ces ruralités, et cet exemple est éloquent, mais on peut prendre d'autres qui s'approcheraient à notre exemple. C'est que nous grignotons par rapport justement au foncier et par rapport justement à des investissements autres sur des terres qui, normalement, ont d'autres potentiels et posent aussi des éléments d'ordre écologique qui sont en pleine déperdition, etc., etc. Donc ça, c'est le un. Deuxièmement, par rapport à la nuance à apporter, quand on parle du micro et du méso, il ne faut jamais oublier le macro. Parce qu'il y a le macro social, nous sommes dans un état, ce n'est plus l'état-providence soit. Nous sommes ouverts sur la société civile, mais aussi nous avons été amenés, à l'instar de ce qui s'est passé dans les années 90, à s'ouvrir sur la question de l'innovation sociale. Ça aussi, il faut que le terme puisse être précis. On ne parle pas d'innovation sociale, sauf si on mène une étude qui existait, par exemple, dans une localité donnée. À ce moment-là, on va l'identifier. Comment il y a eu innovation sociale, comment elle s'est faite, etc. Mais quand on parle d'innovation sociale, ici, on parle de quelque chose qui a été dicté par des crises économiques et financières, et on parle de quelque chose où l'État, effectivement, ne pouvait pas tout gérer. Ça, il faut le rappeler. Où on s'est dit que bon, l'État ne peut pas tout faire, allons vers les communautés.
ça, c'est un débat aussi qui s'étalerait. Je suis une personne assez allégorique, je fais de l'autocontrôle, mais il y a énormément de choses à dire. Alors, troisième élément, s'il vous plaît, et le dernier, le tribalisme. Alors, quand on parle de le tribalisme au Maroc, il faut le contextualiser historiquement. La Jma'a, il ne faut pas l'embellir. Nous sommes une société d'hiérarchisation sociale et qui est en train de connaître des inégalités sociales criardes qui handicapent et l'économie et qui alourdissent, je parle de la question justement du social, mais aussi qui menacent la cohésion sociale. Alors je termine. L'innovation sociale a été beaucoup plus dictée par le souci de cette cohésion sociale à garder. Faut-il maintenant aller vers d'autres modèles, effectivement, qui s'imposent avec d'autres crises écologiques, etc., etc. Très intéressant. Donc, je voulais un petit peu très intéressant point de vue. rebondir sur ces éléments-là. Très intéressant point de vue. D'ailleurs, je pense que Signoun ou Sibin Abaji voulaient... Allez-y, Signoun, pour... سبقتيني يا سي حمد le droit d'aînesse. Deux points importants et qui sont en écho à ce qui a été dit. Le premier, c'est celui sur le fait, est-ce qu'on devrait suivre grosso modo, effectivement, enfin, les traditions, les pratiques qu'on a pu avoir par le passé. Est-ce que, en fait, de toute façon, les acteurs de terrain que nous sommes, on n'a pas le choix. On arrive dans un terrain, ce terrain, il fonctionne avec un certain nombre de pratiques. Si on veut arriver avec d'autres pratiques, on est soit illico presto rejeté, soit accepté, mais la solution qu'on va mettre en œuvre, ou qu'on mettrait en œuvre, parce que bien évidemment on ne fait pas ça, mais qu'on mettrait en œuvre, c'est une solution qui est abandonnée. Et je veux dire, on a rencontré, je pense nous tous, des tas d'exemples de machines, d'infrastructures, d'équipements, de bonnes idées qui ont été mises en place et qui sont restées là, qui dorment. Alors que techniquement, ça pourrait être de très bonnes idées, mais elles n'ont pas été mises en place parce qu'il n'y a pas eu innovation sociale, encore une fois, au sens d'innovation collective, par rapport à un besoin qui est un besoin collectif. Ce qui m'amène à la deuxième remarque sur l'entrepreneuriat. La problématique de l'entrepreneuriat, c'est qu'il est marqué très souvent par le succès individuel. Et donc, très souvent, lorsque on voit des associations qui cherchent à aider et à promouvoir l'entrepreneuriat, en fait, elles travaillent, mais fatalement par nature, sur le succès individuel d'un projet qui est porté par un entrepreneur. La problématique de ça, c'est que si ce n'est pas fait dans le cadre d'un espèce de mini ou micro-modèle de développement territorial ou collectif, la solution de cet entrepreneur local-là va être elle aussi rejetée, où il va y avoir des bâtons dans les roues, et on a là aussi, nous tous, plein d'histoires de gens qui avaient de très bonnes idées, et puis le voisin ne l'a pas laissé faire, on ne lui a pas donné la terre dont il avait besoin, il n'a pas eu les ressources qu'il fallait, tout le monde s'est ligué contre lui. Voilà, cette problématique-là, il est vraiment, je pense, très important de comprendre que l'innovation sociale, de toute façon, ne se fait pas sans le collectif dans lequel elle est contextualisée. Elle est contextualisée. D'ailleurs, beaucoup de solutions ont été, comme je l'ai dit, abandonnées, ou bien ils n'ont pas été adoptées systématiquement par les acteurs, même au sein parfois d'une petite province, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs ont payé le prix. C'est Gnouni, ensuite, je viens à vous. C'est Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Si Ahmed et sur ce qu'a dit Madame Chikhaoui. Alors, pour cette histoire de pertinence et de durabilité des projets qui émanent d'une initiative d'innovation sociale. J'avais tout à l'heure mis le bloc du dialogue sociétal, de l'intelligence collective. Et ça se pratique justement dans des endroits spécifiques que dans le jargon maintenant de l'entrepreneuriat social, de l'innovation sociale, on appelle maintenant les tiers-lieux de l'innovation sociale. Ces tiers-lieux, justement avec l'urbanité. La urbanité des villages, comme nos villages sont devenus, ces lieux, ils ont disparu. Dar al-Qabila a disparu. Les places où on pratiquait Ahwash le soir, où les femmes se retrouvaient l'après-midi pour discuter, là où les femmes faisaient la lessive, là où les enfants jouaient, ça n'existe plus.
on a une artère principale où passent les camions à grande vitesse et de part et d'autre, on a des boutiques et des maisons. C'est ce qu'on a compris avec la politique et ce qu'on a essayé de remettre en place. Et je parle de l'expérience de We Speak Citizen. Ce qu'on a constaté, c'est que il fallait recréer ces lieux du dialogue social, que ce soit dans le monde rural ou dans les villes ou partout, pour qu'il n'y ait pas ces blocages. Ce qui a changé dans le monde rural par rapport à il y a longtemps, c'est qu'il y avait la Jma'a qui avait une certaine autorité. Maintenant, toutes les prérogatives de la Jma'a ont été données à des associations qui portent les mêmes noms. L'association qui va s'occuper de l'eau, qui va s'occuper des terres, qui va s'occuper de... Et elles s'appellent toutes Al-Jam'iyya, l'Tanmiya al-Mahalliya ou l'Tanmiya al-Qarawiyya. C'était le travail des Jma'a. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'assister à des réunions de Jma'a dans des villages ruraux, dans la région de Ouarzadat. Et je n'ai pas vu de plus efficace et de plus démocratique qu'une réunion de Jma'a. Tu as un Amrar qui est là pour assurer l'ordre et pousser les gens à trouver une solution. Et les gens, ils s'insultent. Moi, je pensais que ça, à la première fois, je pensais que ça allait se terminer en bagarre. Et à la fin de la réunion, tout le monde s'embrassait, tout le monde était content pour qui va travailler sur la Sagia, comment on va distribuer l'eau. C'est-à-dire, c'est un outil efficace. Donc, on a compris que le dialogue sociétal, peut-être pas sous la forme de Jma'a, parce qu'à 99%, ça a disparu. L'autorité de la tribu, ça a disparu. Mais le mode de fonctionnement d'appartenance à une communauté, parce qu'ils vivent... Pourquoi est-ce que c'est similaire entre tous ces mondes ruraux? C'est que on a la réalité du terrain, la réalité de la nature, de la terre, l'éloignement, cette fissure entre le monde rural et la ville, cette triple fissure. On n'a pas accès aux mêmes ressources financières, ni à la même connectivité, ni aux mêmes investissements dans le monde rural. Donc les gens, ils sont obligés de compter sur eux-mêmes. Et donc l'intelligence humaine est la même partout. Donc finalement, on trouve des similarités entre les mondes ruraux du monde entier. Donc nous, on a essayé de créer un incubateur rural pour de l'entrepreneuriat et l'expérience. Je peux vous citer plusieurs exemples d'entrepreneurs ruraux sociaux qui sont sortis de cet incubateur, plus que 200. Et ils sont tous différents les uns des autres. Il n'y a pas de mimétisme, justement, et ça. En fait, il est intéressant de soulever ce point, et surtout avec l'intervention de Madame la professeure, qui est un point, on va dire, de modèle sociétal que vous avez abordé dans votre propos. Aujourd'hui, nous avons un document de référence qui a été élaboré dans le cadre d'une concertation très élargie, que le Maroc a rarement connu, pour être honnête, qui est le nouveau modèle de développement. Et ce rapport, ce document, produit d'une concertation très large, dans le volet relatif au tiers secteur, donc les acteurs du tiers secteur, que sont les associations, les coopératives, les entrepreneurs sociaux, etc. Il y a quand même une proposition qui est un shift majeur, qui est une révolution. Moi, je la considère comme une révolution. Parce que très souvent, dans les rapports élaborés dans le cadre de la puissance publique, on dit, voilà, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on arrive à cela. On définit un objectif. Mais on se noie, on ne définit pas la manière d'y arriver. Quels acteurs? Là, non seulement le rapport sur le nouveau modèle de développement a mis en place des propositions, mais il a fait d'une révolution en termes de mise en œuvre. En ce qui concerne les acteurs du tiers secteur, ce rapport dit qu'il encourage l'État, il recommande à l'État de considérer de façon très sérieuse les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour, 1, définir les politiques publiques, 2, et c'est ça la révolution, de leur confier, dans le cadre d'une espèce de concession, la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc, quelque part, là, aujourd'hui, la Constitution marocaine, de toute façon, accorde une importance majeure aux acteurs associatifs. Et donc, quelque part, on a aujourd'hui un tiers secteur qui est là, qui peut jouer un rôle, qui bénéficie de l'agilité que n'a pas l'État, qui bénéficie de la capacité à territorialiser les mises en œuvre que ne peut pas faire l'État, parce que l'État doit avoir des modèles uniques
sur le territoire, de par l'obligation constitutionnelle, qui peut avoir la capacité de mobiliser des ressources autres que les ressources de l'État, par le fait que justement c'est un acteur de la société civile, donc il peut mobiliser des bailleurs de fonds nationaux et des bailleurs de fonds internationaux, qui a également la capacité de pouvoir faire de l'expérimentation sur des modèles, ce que ne peut pas faire l'État. Le privé de l'autre côté, bien sûr, il a tous ses avantages, mais il a aussi l'inconvénient de devoir rémunérer les fonds propres que les investisseurs privés allaient mettre dans le déploiement des politiques publiques, si la concession leur a été accordée. Donc aujourd'hui, la question de se dire quel est le rôle qu'on pourrait donner à ces acteurs de la société, à ces acteurs du tiers secteur? Pour ma part, je considère qu'elle a été tranchée au niveau du rapport du nouveau modèle de développement et que quelque part, on peut être pour ou contre. Maintenant que ça a été tranché de façon collective, mettons-nous ensemble collectivement, engageons-nous ensemble pour dire chacun qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution. Et je pense que c'est un élément déterminant. Une dernière, comme ça nous permet de revenir à des aspects liés à la culture. Quand il y a eu le tremblement de terre de l'Haouz, alors oui, partout dans le monde, l'urgence des situations génère un élan de solidarité. Mais ayons tous vu ensemble comment ça s'est passé dans d'autres pays, en Turquie, aux Philippines, partout il y a eu des tremblements de terre. Mais au Maroc, il y a eu quand même un phénomène exceptionnel que les spécialistes qui traitent de ce genre de catastrophes naturelles n'ont jamais vu. Le lendemain du tremblement de terre, des milliers de Marocains se sont mobilisés individuellement, en groupe, dans le cadre de structures associatives ou pas, pour pouvoir apporter une réponse d'urgence, apporter une réponse à cette situation critique. Je pense que quelque part, moi, quand j'ai vu ça, la première surprise, quand je vois les photos sur les réseaux sociaux, les vidéos sur les réseaux sociaux, même à la télé, je me dis, mais ils sont tous jeunes, ces gens qui sont partis. Premier constat. Premier constat. C'est pas les gens qui ont la cinquantaine qui se sont mobilisés. C'est les gens qui ont plutôt la trentaine, et même moins. Donc, quelque part, on peut être rassuré qu'il y a eu un transfert intergénérationnel en termes de valeurs de solidarité. Et ça, je pense que c'est un sujet anthropologique, je ne suis pas outillé pour l'étudier, mais qui peut être étudié par les spécialistes comme vous. C'est aussi les nouvelles technologies qui sont c'est un autre débat, mais les nouvelles technologies ont révolutionné les relations sociales. Oui, mais en fait, ces nouvelles technologies existent dans d'autres pays et on n'a pas eu le même phénomène en Turquie. En Turquie, pays musulman, les technologies sont les mêmes parce que c'est un signe qui a eu lieu un an avant, même pas, quelques mois avant, et donc on n'a pas eu le même phénomène. On n'a pas eu le même phénomène. C'est un phénomène qui est lié à notre... Pour atténuer, oui, très brièvement, il y a un classement mondial qui se fait sur la générosité. Tous les 3 ans, je crois, il y a un sondage mondial. Le Maroc est classé dans le top 5 en termes de générosité non organisée. Pour résumer la question, est-ce que vous avez aidé une personne, qu'on pose à un échantillon représentatif, est-ce que vous avez aidé une personne que vous ne connaissez pas au cours des 2 derniers mois? 80 et quelques % ont répondu oui. Par contre, et c'est ça le challenge, c'est ça le défi, le Maroc est classé parmi les derniers en termes de générosité organisée. Que veut dire organiser? Organiser, la question est très simple. Est-ce que vous avez aidé une association au cours des 2 derniers mois? Ok. La réponse est non. 99%. Mais c'est très intéressant c'est très intéressant ce qu'il est en train de soulever parce que ça rappellerait justement l'entrepreneuriat social. Il est aussi lié à l'esprit de bienfaisance qui préexistait et aussi à l'évolution justement de l'entrepreneuriat à généalogie tribale et parentale. Et est-ce que la question, et je m'arrête, est-ce que ce ne sont pas aussi 2 handicaps qu'il faut un petit peu peut-être pas démanteler, mais réfléchir pour mettre en place une innovation sociale qui profiterait des transformations sociales, mais qui les provoquerait. Moi, là, si j'ai un élément qui peut-être, l'innovation sociale génère des transformations. Vous avez parfaitement raison, c'est constaté partout.
Je crois que l'école québécoise, c'est un modèle en matière d'analyse justement des expériences. Les études de cas qui ont été faites aussi le démontrent. L'école communautaire. Oui, Au Maroc, oui, entre autres. ça a été étudié, Entre c'est Mais le est-ce- village d'Etiktel, dans les Rouges d'Ama, dans les années 94, qui a généré ça. Ça a été étudié par des Oui, sociologues américains, des connais, anthropologues. oui, mais la régionalisation avancée qui va droit à ce que notre ami a développé par rapport au nouveau modèle, nous sommes venus au Maroc à devoir. Parce que l'expérience de la société civile, voilà, elle est présente, elle est intéressante, mais elle est restée peu performante pour des facteurs autant exogènes qu'internes, endogènes, oui, internes, j'allais dire quelque chose de plus précis, dire que bon, par rapport aussi à un macro-politique qui fait, mais effectivement, devons-nous, pour s'inspirer, devons-nous contextualiser et dire que voilà, si nous voulons provoquer, parce que nous devons aussi transformer. Et là, la question du référentiel. Toute innovation sociale, et le travail de terrain, il est très intéressant, devrait interroger le référentiel local par rapport à un référentiel prépondérant qui a le pouvoir politique, mais aussi décisionnel, pour qu'on puisse être aux côtés de ces gens marginalisés, aux côtés de ces gens reculés, aux côtés de ces gens qui ne sont pas impliqués dans un développement inclusif dans le sens où ils sont partie prenante participative, mais aussi décisionnelle. Voilà. D'ailleurs, peut-être je vais juste vous faire juste un petit réagir point. très brièvement, Mais parce que je voulais vous faire réagir par rapport à ce point. Voilà, mais deux phrases Justement. parce que Allez-y, c'est parce que le débat est vraiment super intéressant. Et en écho à ce que vient de dire Madame et à ce qu'a dit ici Hamid tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important aussi dans le modèle de développement, qui pour moi aussi est un shift majeur, qui est de dire que tout d'un coup on a eu le droit, dans un document de politique générale, on a eu le droit à l'expérimentation. Oui. Et c'est marqué de manière très claire. Exact. Et il ne peut pas y avoir d'innovation sociale s'il n'y a pas d'expérimentation. Donc tout d'un coup, on a un document qui nous dit, attention, à partir de maintenant, oui, la politique de l'État va aussi se décliner à plusieurs niveaux d'organisation territoriale, du national au micro-local. Et en plus, sur chacun de ces niveaux-là, on demande aux acteurs d'expérimenter, c'est-à-dire d'innover. Et moi, je trouve que ça a été un point vraiment super important. Permettre cet espace d'expérimentation. Et d'ailleurs, je lance juste quelques idées et je vous laisse continuer le débat quand même. En parlant de documents de référence, en parlant de référentiels, en parlant de chiffres et de données, l'année dernière, la Fondation Abdelkader Ben Salah a pu sortir avec la collaboration de plus de 200 acteurs le premier baromètre de l'innovation sociale au Maroc. Donc pour la première fois, on a quelques pourcentages, on a quelques statistiques, mais c'est vraiment un travail d'exploration. Et un travail d'exploration pour dire aujourd'hui, voici les formes d'innovation sociale, voici la typologie des acteurs, voici les obstacles, voici les freins, voici les accélérateurs. Et bien, tenez-vous bien, les acteurs, en tout cas du développement ou du progrès social au Maroc, considèrent que le fait de travailler en mode partenariat, c'est déjà une innovation sociale en soi. Ils considèrent que l'innovation sociale, c'est le fait d'apporter une rupture et une nouveauté par rapport à un existant. Et ils disent également que l'innovation sociale est une affaire effectivement de territoire, et c'est-à-dire que l'innovation sociale ne peut pas être, par exemple, une affaire nationale ou une stratégie globale nationale, c'est plutôt une affaire de territoire. Voilà, je glisse ça comme ça et je vous laisse réagir par rapport à ces idées. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et quel lien justement avec notre cœur de débat aujourd'hui par rapport justement... Moi, je rajouterais une chose par rapport à l'innovation sociale. On devrait pouvoir la mesurer. Et c'est le sujet de débat entre nous, entre des organismes comme le nôtre. Depuis des années, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent actuellement sur les indicateurs de réussite de projets d'innovation sociale ou de projets sociaux en général. Et malheureusement, et je le dis malheureusement, dans ce qui nous manque, c'est ce gros point-là, c'est ce gros morceau pour pouvoir encourager l'État à aller plutôt soutenir ce genre de projet que ce genre de projet avec tels indicateurs, avec tel financement, avec tel impact. Et c'est la mesure de l'impact qui est la plus difficile. Parce que jusqu'à présent, on a
c'est historique, on n'a jamais eu de modèle de développement comme le nouveau modèle de développement, avec ces deux champs qui sont des ruptures avec le passé. Maintenant, sur le terrain, dans la réalité du terrain, dans la mise en œuvre des projets, il y a des cahiers de charges qui sont bien ancrés chez le MESO dont vous avez parlé tout à l'heure. La demande d'autorisation, tout à l'heure on en discutait avant de rentrer pour le débat. Pour la reconstruction après le séisme, tu as un pauvre paysan dans une montagne qui vient de bénéficier de l'aide de l'État pour pouvoir reconstruire. Il a besoin d'une autorisation de construire. Pour pouvoir reconstruire, Sa Majesté a bien dit qu'il faut reconstruire dans le respect de la culture locale et des traditions locales. Lui, il va voir le Qaïd va lui dire « Ok, il me faut un plan de béton armé. » Et ça, c'est réel, c'est ce qui se passe. Absolument. Donc, c'est dans la mise en œuvre. Dans cette mise en œuvre, il faut aussi être très patient. Il faut y croire. On a un macro, je dirais, le meilleur au monde de ce côté-là pour encourager l'innovation sociale, pour encourager le développement territorial. On a je ne me jette pas des fleurs, mais on a des acteurs territoriaux qui font un travail formidable avec les gens dans les territoires, que ce soit en ville ou dans le monde rural. Le Maroc, même si la population, si l'urbain est en train de gagner sur le rural, mais on a la particularité d'être un pays très éclaté. On a des petites communautés très isolées dans les territoires et pour faire avancer tout ce monde à la même vitesse, c'est un vrai challenge. Donc, il faut continuer de notre côté, nous, les acteurs territoriaux, à expérimenter, à essayer de nous connecter avec ce que permet ce nouveau modèle de développement, en profiter et l'enrichir aussi. Et en même temps, il y a un effort à faire aussi à ce niveau-là, à ce niveau de la compréhension de ce qui se passe sur le terrain et de la facilitation de ce qui se passe sur le terrain. Le MESO, si on peut dire l'expression. C'est là où peut-être le blocage Je ne persiste. sais pas, en tout cas. ou bien il faut peut-être créer des raccourcis. Il faut identifier avec les indicateurs sur lesquels on a travaillé au tout début, il faut identifier la typologie de projets à encourager et leur permettre de croître dans une sorte d'entonnoir et les observer avant de pouvoir généraliser. Parce que les cahiers de charges qui existent maintenant dans le MESO rendent difficile l'innovation. C'est juste un exemple, mais ça peut être aussi des cahiers de charges pour faire d'autres innovations sociales, l'éducation, la santé, la oui, culture, oui, surtout. Ouais, Innover, ça veut dire faire différemment. Exact. Ça veut dire transgresser. Ça veut dire transgresser. Oser Ça veut dire faire transgresser. autrement. Il faut une sorte de parapluie. C'est le Et terme. le mot la transgression dans la société marocaine est quelque chose, aussi bien dans le monde urbain que dans le monde politique, que dans le monde rural. Ça, c'est un des points communs. La transgression est quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas toléré. La transgression d'une norme, la transgression d'un ordre social, la transgression d'un ordre hiérarchique, peu importe, quand on veut transgresser, on est très mal perçu et ça peut aller très très loin. Or, innover, c'est transgresser. Merci Hamid, moi je n'osais pas utiliser le mot. Ah non, mais je le... Je disais faire différemment. Non, c'est une transgression. Et je pense qu'il faut mettre les mots pour que nous puissions justement rendre compte et que quelque part, la partie... Et je pense que l'expérimentation que tu as évoquée, justement, c'est une façon de dire tolérant la transgression. Absolument. Parce que c'est juste une expérimentation. Moi, dans une autre partie de ma vie professionnelle, je défends beaucoup la mise en place de ce qu'on appelle les bancs de sable. Vous savez, dans les écoles, on met des bancs de sable pour les enfants pour qu'ils jouent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fait, il faudrait qu'on nous crée ce concept de bancs de sable dans certains domaines pour justement on puisse s'amuser, libérer le potentiel et peut-être faire émerger des talents. D'ailleurs, les sportifs, quand on les voit très tôt, très jeunes à l'école, c'est en général sur ce banc de sable qu'on les identifie, avec leur capacité à maîtriser leur corps, etc. Donc, encore une fois, cette notion de transgression est un élément majeur. Tout en, et je mets tout en se disant comment on peut mobiliser ce capital immatériel et parfois, et on y reviendra sur la partie financement, et parfois financier, patrimonial, extrêmement important, que nous pouvons mobiliser justement pour cette innovation. Parce que qui dit innovation, on dit risque, et donc on a besoin quand même de financement spécifique. Exactement. Madame Chekhaoui, vous voulez réagir par rapport à ça et par la suite, Sibin Abachi. Moi, sans transition, le terme de transgression est intéressant parce qu'effectivement,
Faut-il revenir à un élément d'ailleurs que vous avez évoqué vous-même. C'est-à-dire que quand on fait de l'innovation telle qu'elle soit, d'ailleurs, les femmes ont innové en transgressant des normes. C'était de l'innovation sociale parce que ça change toute la société aussi. Donc le terme peut paraître résonner très fort, mais je crois qu'actuellement, avec ce qui a été évoqué, le fait de donner cours, de donner libre cours à un potentiel d'expérimentation, de mise en place d'expériences pilotes généralisables, etc., c'est une manière de donner la légitimité. C'est un document officiel. Donc, sans légitimité normative, il est très difficile justement pour l'acteur de terrain de pouvoir effectivement agir dans cette dimension d'innovation où il y a effectivement créativité. Et ça d'une part. D'autre part, toute innovation telle qu'elle soit, d'ailleurs, celle sociale, celle technologique aussi qui a précédé, qui justement ne pouvait qu'être substituée difficilement par la question de l'innovation sociale, c'est qu'elle change les normes. Parce que si vous partez d'un état des lieux où justement, mettons, la méthode participative, ou pour parler le même jargon, n'était pas appliquée, c'était transcendant. Donc, vous êtes en train de changer une norme, mais cette norme, elle vient d'où? Vous êtes en train de changer la norme locale, mais vous êtes en train d'influencer la norme étatique quelque part. Donc c'est pour ça que l'innovation sociale, il faut l'entendre vraiment dans sa portée précise, et elle est très intéressante parce que le Maroc va vers la régionalisation avancée, où il y a des conditions à satisfaire, à savoir tout d'abord renforcer les libertés personnelles, parce que quelque part on est des citoyens, mais on est aussi des gens qui sont tenus par des règles, entre autres administratives, quand vous demandez une autorisation, ou par le fait parce que là, on parle de manière un peu, on va dire, neutre, mais l'innovation sociale peut être faite par un jeune, peut être faite par une femme, peut être faite donc là, est-ce que les questions de discrimination ne vont pas se poser? Donc les choses sont articulées. Et je terminerai, parce que ça m'a beaucoup interpellé ce que vous avez dit et qui est réel, à savoir l'expérience du séisme qui a révélé justement le problème des insuffisances, mais aussi les problèmes de la gouvernance d'une manière pratique. C'est qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est innovation sociale ne peut qu'être articulé aux politiques publiques. Parce que si on met de côté les politiques publiques pour on va retomber dans le même, excusez-moi le terme, piège qui a été en tout cas déjà vécu, à savoir une certaine, je suis pris donc une certaine déresponsabilisation même un petit peu circonscrite d'ordre politique. Parce que les politiques publiques, justement, si nous regardons d'autres expériences prenons la France, qui n'est pas forcément l'exemple, mais du moins évoquant, parce que la question de l'innovation sociale en rapport avec l'économie sociale et solidaire a été intéressante, eh bien, il y avait aussi une manière d'articuler avec les politiques publiques d'ordre global et général. Et nous avons encore au Maroc besoin de ça. Les citoyens doivent avoir un regard, parce que nous sommes dans l'institutionnel et l'électif. Nous passons par des institutions, des élections. Donc, on ne peut pas forcément dire que voilà la baguette magique, faisons de l'innovation sociale, ne recréons pas la roue, inspirons-nous de ce qui se fait dans le terrain, sachant qu'il faut effectivement en déceler beaucoup plus les méthodes, voir un peu la question de la batterie d'évaluation d'effet et d'impact dès le départ, mais on va évaluer. C'est en mettant en exergue une méthode donnée, la situer dans le contexte et poser les éléments d'évaluation, entre autres les indicateurs. Parce que si les personnes ne se mettent pas d'accord sur l'état d'esprit qu'ils vont suivre ou sur la manière de travailler, vous pouvez mettre tous les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ils seront peu parlants. Parce qu'il y a un désaccord des acteurs. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est beaucoup plus pour ne pas omettre la question de l'articulation avec les politiques. Et surtout, peut-être, votre idée, Mme Chiraoui, c'est attention également de ne pas déresponsabiliser l'État
par rapport à المسؤولية التاريخية والسياسية ديالو par rapport à la question de développement. Je laisserai réagir Sibel Abadji rapidement par rapport à ça. Et par la suite, peut-être, parce que le temps nous presse, peut-être on pourrait clôturer justement avec la partie call to action. D'ailleurs, que vous avez déjà démarré, beaucoup de propositions intéressantes, mais peut-être ce sera aussi le moyen d'aller droit au but avec des recommandations pratiques à la fin. Mais après avoir écouté Sibel Abadji par rapport à ce qui a été débattu. Mais ce qui est intéressant sur cette question des indicateurs, et je pense que c'est l'une des grandes erreurs que l'on peut faire, et peut-être l'un des grands conseils que je pourrais donner, enfin un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, en tout cas une mise en garde que je pourrais me permettre de donner à beaucoup d'acteurs, c'est justement cette question de l'impact. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de la mesure de l'impact, on est nécessairement dans la mesure de quelque chose de tangible, avec des quantités, avec un délai, et en général, on est vraiment sur du court-termisme. Et nous, on le vit, les associations, on le vit tous, parce que quand on reçoit des fonds, on nous dit « oui d'accord, mais alors c'est quoi que vous allez faire avec notre argent ?» et on veut le voir de manière tangible. On le vit aussi, bien évidemment aussi, dans les politiques de l'État, c'est-à-dire que l'État aussi, comme vous disiez, on est dans un système électif, donc de toute façon il y a une régularité d'élection, donc à un moment donné il faut présenter des résultats. Lorsqu'on doit présenter des résultats sur une législature, c'est une durée qui est limitée. Ce dont on est en train de parler en matière de transformation, c'est des transformations qui sont très longues, qui ne prennent pas 6 ans ou 5 ans, qui prennent beaucoup plus de temps que ça. Et donc on est nécessairement dans une espèce de décalage. Et j'en arrive à ce que disait tout à l'heure Moulay Hicham sur la mesure. En fait, la bonne mesure, il nous a semblé, en tout cas nous, quand on a discuté, et moi je fais de la recherche là-dessus auprès de l'école centrale, avec l'école centrale, sur ce serait quoi la mesure de cette dynamique qui se crée au sein d'un collectif pour que ce collectif innove, c'est-à-dire qu'il fasse quelque chose que lui-même, en tant que système, n'a pas envie de faire, puisqu'un système, il a toujours envie de rester comme il est. Exact. De s'auto-préserver. Donc tout d'un coup, on lui demande de faire autre chose. Comment ça se passe? Et je finis juste ça, c'est que bien évidemment, la seule manière dont ça peut se passer, c'est qu'à un moment donné, il y a un apport d'énergie extérieure. Il y a un apport de quelque chose de différent. Maintenant, si cet apport, c'est de dire, voilà la solution, suivez mon truc, on en a parlé tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc il y a une espèce de dosage très compliqué à trouver, et c'est vraiment toute la difficulté de notre travail sur le terrain. C'est quoi le bon dosage par lequel on arrive à rentrer dans un système communautaire, dans un collectif, apporter juste le bon niveau d'énergie, le bon niveau de confiance, le bon niveau d'idées ou d'étonnement, qui va faire qu'à un moment donné, le système va se mettre un petit peu en déséquilibre et se dire « il faut que je change ». Et donc faire émerger à ce moment-là des idées et des innovations. Notre travail, il est compliqué en fait. Il est compliqué et il nécessite du coup, parce qu'il est compliqué, d'être obligatoirement ancré dans le réel, local, contextuel, à tout moment. Il n'est pas compatible avec, c'est pas au sens où il l'interdit, mais en tout cas, c'est pas de même nature qu'un travail de politique générale et de politique nationale. Macron, ouais. En revanche, ce travail de politique générale et nationale peut aider à faciliter les conditions d'émergence. Exactement. Et il est absolument nécessaire. Et la remarque que faisait tout à l'heure Moulay Hicham sur le fait qu'à un moment donné, on a une vision qui est très claire, qui convient parfaitement au travail que font les associations sur le terrain, mais qu'au milieu, on a une espèce de lien qui ne se fait pas, ça c'est clair que c'est un vrai problème pour nous. Ça bloque les... Dernier point, et d'ailleurs je démarrais avec Sibel Fdail, on en profite aussi peut-être pour lancer effectivement notre call to action. D'ailleurs c'est un moment capital au sein de l'émission où effectivement chaque invité est amené à dire aujourd'hui sa recommandation, sa suggestion. Soit pour un acteur déterminé, vous pouvez nommer le législateur, l'exécutif, un collectif déterminé, ou en général par rapport au sujet du débat. Et par rapport à notre sujet effectivement, comment est-ce qu'on peut facilement permettre, je dirais, l'émergence de solutions innovantes plus facilement dans les territoires, en s'inspirant des valeurs traditionnelles locales et en permettant effectivement de jouer ce rôle auquel je dirais, qu'a highlighté le nouveau modèle de développement par rapport à ça. Donc chacun de vous, 1 minute 30 max, et avec vous, Sibel Fdail. Je vais peut-être prendre un petit peu plus parce qu'avant d'arriver à mon call to action, il y a un point sur l'aspect culturel que je voulais évoquer depuis tout à l'heure sur le financement. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, depuis une dizaine de siècles, nous avons un mécanisme de financement qui permet
à des oiseaux migrateurs qui passent par Fès d'être soignés et d'être nourris. Est-ce que vous savez que depuis plusieurs siècles au Maroc, il y a un mécanisme de financement qui permet de faire sortir de la crise financière, de la perte d'objets, de la perte totale d'objets, de migrants non musulmans. Ça s'appelle le waqf, l'ahbas. Il y a waqf كاين احباس في المغرب اللي كتمول منذ قرون طيور ديال البلارج اللي كدوز في فاس باش توكلها وتداويها. وكاين واحد الوقف في النواحي ديال وجده اللي كيمول مكتوب فيه هكا لعابري السبيل من غير المسلمين. اذا هنا كنشوفوا بلي ان التمويلات فيما يخص هذه المشاكل الاجتماعيه المطروحه او المشاكل البيئيه راه مساله اللي طرحات في المغرب منذ قرون. علاش ما نفكروش كيفاش نشوفوا حاليا لان باقي هذا الوقف هذا كاين، علاش ما نشوفوش كيفاش هذا الوقف هذا يتستثمر النص ولو فئه منه ولو جزء ضئيل منه في هذه المشاكل الاجتماعيه فيما يتعلق بتفعيل هذا المقترح اللي جاء في النموذج التنموي الجديد. Le call to action. Le call to action. Réel. Aujourd'hui, les associations font appel à des dons, à des subventions, à des cotisations, à des bailleurs de fonds, etc. Un des modes auquel qui nous a été proposé, c'est une personne qui avait un bien dans lequel elle réside, et elle veut continuer à résider dans ce bien jusqu'à son décès, et qu'après son décès, ce bien devient la propriété de Jadara, et que Jadara peut le louer et en générer de revenus. Waouh, c'est super. Yak. La solution technique existe. C'est la séparation entre la nue-propriété et la jouissance. La loi sur les associations interdit ce modèle pour les associations reconnues d'utilité publique. Il a qu'un reconnu d'utilité publique, elle peut ou elle ne peut pas? Elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. C'est interdit pour les associations reconnues d'utilité publique, ce qui est une aberration. Je veux juste que le législateur corrige cette erreur. Je considère personnellement que c'est une erreur de frappe. Ils voulaient parler des associations non reconnues d'utilité publique et ils ont oublié le nom. Et aujourd'hui, les associations non reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier de ce mécanisme. Et donc, parce que quelle est la différence? Attention, quand vous avez un actif en tant qu'association reconnue d'utilité publique, vous ne pouvez pas le vendre sans l'autorisation du chef de gouvernement. Alors qu'une association quelconque qui peut bénéficier de cela, puisque ce n'est pas interdit, au décès de la donatrice ou du donateur, peut le vendre et en faire ce qu'elle veut et délapider ce bien collectif. Donc voilà le call to action, c'est une correction de la loi de l'Daïr 52, article 12, qui interdit aux associations reconnues d'utilité publique de bénéficier d'une donation où on sépare la jouissance de la nue propriété. Très, très pertinent, très précis comme recommandation, c'est Belafdel. Signoun, call to action. Call to action, d'abord, j'appelle toutes les associations qui veulent travailler sur le terrain à oser, parce que le cadre s'y apprête, et de ne pas faire de mimétisme. Mais très très rapidement, il va falloir qu'au niveau de l'État et de tous les acteurs, on comprenne qu'il faut une zone tampon. Ce bac à sable dont parlait Si Hamid, d'expérimentation et de temps nécessaire à la compréhension du contexte, aux premières expérimentations, et qui doit être financé aussi. Donc c'est le call to action pour pouvoir financer des expérimentations qui sont transgressives de ce qui se passe actuellement, qui sont différentes, mais qui répondent à certains critères. Bien sûr, il faut réglementer tout ça. Mais à mon avis, c'est cette phase-là qui a besoin de cette énergie initiale dont parlait Si Hamid pour pouvoir voir éclore des talents, des idées, des projets prometteurs. Ça, en termes de temps, de ressources financières, de ressources humaines, il faut un investissement. Et c'est ces investissements qu'il faut aller chercher, réglementer et mettre à disposition des acteurs. Très clair, merci beaucoup Signoun. Madame Cheikhaoui? Moi, j'ai été inspirée par ce qui a été dit. Donc, je dirais, en commençant, qu'il faut assainir un petit peu. Il faut qu'il y ait un travail d'assainissement par rapport aux pratiques de gouvernance au Maroc. Entre autres, la question des associations à utilité publique et les associations non à utilité publique, parce que nous savons un petit peu tout ce qu'il y a. Parce qu'on peut aussi voir un peu ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies, du débat, de l'opinion publique, ce qu'il dit.
Donc, on ne peut pas changer le législateur pour qu'il vienne à changer, justement, qu'il y ait un plaidoyer. Il faut aussi qu'il y ait un travail de terrain. Ça, de un. De deux, j'étais très ravie de voir que tous mes amis autour de la table ont parlé du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Ils l'ont très bien fait, donc je n'avais même pas besoin, en tant que socio-anthropologue, de le faire. Et là, j'ai une petite recommandation, parce que vous avez parlé, ne réinventons pas la roue, mais tout d'abord, essayons de documenter les pratiques justement traditionnelles d'innovation, de la dite innovation sociale, parce qu'il va falloir la définir par rapport justement à la perception. Il n'y a pas d'innovation sociale sans perception des personnes concernées. Donc une étude vraiment pointue pour qu'on puisse voir quels sont justement les enseignements à tirer, les bonnes pratiques, et aussi, une fois contextualisées, peut-être qu'on ferait l'économie d'un débat par rapport à leur pertinence, parce que nous savons que tout se transforme dans le temps. Dernière recommandation, je prends l'exemple de Figuig, par exemple, avec tout ce qui s'est passé on est avec l'eau, avec la ressource hydrique, et là, ça met en exergue beaucoup d'éléments que j'ai essayé d'avancer en tant que citoyenne, mais en tant aussi que personne qui est intéressée par ces questions. Figuig regorge d'exemples d'innovation sociale, justement, et de gestion traditionnelle. Ils ont été reconnus par l'UNESCO par rapport, justement, à leur très belle gouvernance. Donc, l'écart interpelle comment une région, parce qu'il s'agit d'une région, soit reconnue pour une question de bonne gouvernance, etc., avec tout un... et qu'elle fasse vraiment face à un problème d'ordre politique. Donc, essayons de ne pas dissocier les deux. Le Maroc, effectivement, est riche en potentiel, en belle expérience, mais il y a du travail à faire pour que les recommandations puissent être faites selon une faisabilité autant pragmatique, rationnelle qu'efficace. Merci, Madame Chekhaoui. Sibn Abadji. Alors moi, j'en aurais trois. Trois propositions en tout cas. Alors, première pour les associations, parce que ce que moi je note sur le terrain, c'est qu'il y a grosso modo deux grands types d'associations. Il y a les associations qui s'occupent de répondre à des besoins ponctuels, ils sont spécialisés sur un certain type d'interventions qui sont, par exemple, on construit des puits, enfin on creuse des puits, on construit des infrastructures, voilà. Et puis il y a, et pas assez, c'est ça mon call to action, il y a les associations qui travaillent avec des communautés sur du long terme, dans des visées qui sont transformatrices et qui permettent justement l'innovation sociale. Moi, déjà, mon premier call to action, ce serait d'essayer, qu'il y ait plus d'associations qui travaillent sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les autres, il faut les autres, c'est indispensable. Et d'ailleurs, même celles qui travaillent sur le long terme, elles doivent faire aussi ce travail parce que c'est ce qui leur donne aussi une légitimité, une compréhension du terrain. Mais alors ça, bien évidemment, du coup, ça demande de la formation, ça demande de la compréhension, ça demande un investissement de la part de ces associations qui est plus long. Ce qui m'amène au deuxième call to action vis-à-vis des financeurs. Et on en a déjà parlé, ne pas rechercher l'impact parce que la recherche de l'impact tue en réalité l'impact. Et donc, ce qu'il faut absolument que les financeurs comprennent, c'est que il ne faut pas nécessairement demander à flécher chaque dotation qu'ils peuvent faire auprès d'une association par rapport à un résultat immédiat tangible, parce qu'en faisant ça, en fait, on se tire tous une balle dans le pied. Alors, ça peut avoir différentes formes. Par exemple, une des formes pourrait être de dire, OK, dans ce qui est une dotation pour une association pour un puits, je rajoute tant de pourcents qui sont non fléchés. L'association peut l'utiliser pour faire un travail de plus long terme, communautaire ou autre. Ça peut être une des approches. Autour du même projet, autour de la même communauté, solution. par exemple. Du moins dans le même territoire. Voilà, il y a des fondations qui ne flèchent pas, mais elles sont très très rares. Elles sont très très rares. Montre-les-moi. Et on les cherche tous et on se les garde pour ça. Et puis on a un troisième niveau qui est vis-à-vis de l'État. Effectivement, l'État doit aider à ce que ces dynamiques d'émergence locale puissent se passer, et ça passe bien évidemment par un certain nombre de simplifications, d'ouverture, de remise en selle des processus de gouvernance locaux. Effectivement, dans le house, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi des maisons qui n'avaient pas de permis jusqu'à présent et qui étaient mal construites, on demande maintenant des permis
sans avoir la garantie qu'elles vont être mieux construites malgré les permis qui vont être donnés. Alors qu'on demande des permis très bien, mais en même temps qu'on mette les moyens en face pour que des maisons dans le house par exemple en pierre puissent être construites, puisque de toute façon c'est bien ça la vision qui a été exprimée tout en haut. C'est ce qui va coûter le moins cher, c'est ce qui va permettre aux habitants de prendre en charge eux-mêmes la construction de leur propre logement parce qu'ils savent le faire, plutôt qu'aller dépenser de l'argent en ciment dans des maçons. Voilà. Donc de bien le construire. C'est une aberration de faire ça. Technologique. Et ça, il faut le débloquer très vite parce qu'aujourd'hui, on a des situations dramatiques qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de détruire leurs maisons alors qu'il n'y avait pas besoin de les détruire complètement pour pouvoir avoir l'argent qui va être donné par l'État. Et fatalement, il va falloir qu'ils construisent à toute vitesse en ciment. Ça n'a aucun sens. Ça a été même, je dirais, contre-productif. Madame, messieurs, franchement, on n'a pas senti le temps passer. On a même dépassé le temps de l'émission. Et je suis sûr que également pour nos téléspectateurs, en tout cas qui ont suivi cet épisode, ils ont été gâtés par la pertinence, mais par également aussi la richesse du débat et des idées qui ont été partagées avec nous. Donc je remercie à nos invités. Donc, Simoul Hicham Gennoun, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de l'association We Speak Citizen Lughatuna Al Muwatana. Voilà, Madame Naïma Cheikhaoui, merci beaucoup. Merci à vous. Shukran lik. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, prof universitaire à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. C'est Ahmed Ben Abadji, merci beaucoup. Merci de nous avoir réunis. À refaire. À refaire certainement, à refaire. Ce serait un plaisir de vous recevoir encore une fois, soit dans le cadre des engagés de l'innovation sociale ou dans le cadre d'autres productions audiovisuelles de la Fondation Al-Qadr Ben Saleh. En tout cas, c'est Ben Abadji, shukran lik. Et je rappelle que vous êtes consultant, également président de deux associations, Open Village et l'association Les Citoyens Al-Muwatinoun. Également, c'est Hamid Ben Lafdel, merci beaucoup. Merci à vous. Shukran lik et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président de la Fondation Jadara. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission, de notre épisode. Merci beaucoup. N'hésitez pas à interagir avec le contenu de cet épisode sur les réseaux sociaux de la Fondation Al-Qadr Ben Saleh. Et aussi, n'hésitez pas à nous faire part effectivement de vos remarques et de vos avis, de vos propositions. D'ici là, restons engagés.